Comment décrire l'Espagne en quelques phrases? C'est une entreprise ambitieuse, à coup sûr, et périlleuse, sans doute, car il se dresse en son chemin une infinité de clichés ensoleillés, d'images probablement trop fréquentes pour être franchement fausses, mais trop faciles aussi pour être tout à fait vraies. Alors au-delà du flamenco ou des tapas, que dire? Eh bien notons peut-être que ce vernis festif dissimule un appétit créatif, un goût pour l'invention, une recherche de nouvelles formes. C'est l'Espagne de Pablo Picasso, de Luis Buñuel et même de Pep Guardiola, dont les yeux aiguisés taillent l'espace en pièces et offrent au monde une vision différente. Mais malheureusement, échapper aux clichés est un combat constant, et les perspectives trouvées hier peuvent vite jaunir. Si l'Espagne veut se sauver, elle doit se réinventer. En est-elle capable cet été? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour aujourd'hui le 20e épisode de retour, notre 20e épisode consacré à l'Espagne. Alors comme d'habitude on démarre avec un brin d'histoire, surtout que l'histoire de l'Espagne au championnat d'Europe des Nations c'est quelque chose, l'Espagne et l'Euro c'est quelque chose. Pour l'Espagne, l'Euro ça représente leur premier titre international majeur remporté en 64, c'est l'Euro 64 remporté contre l'URSS en finale 2-1, mais c'est aussi bien sûr si l'Espagne entre 2008 et 2012 peut prétendre au rang de meilleure équipe internationale de tous les temps, en tout cas elle entre dans cette conversation, c'est évidemment parce qu'il y a des deux côtés de la Coupe du Monde 2010, 2 euros en 2008, une courte victoire contre l'Allemagne en finale grâce à ce but de Fernando Torres, et en 2012, un triomphe total contre l'Italie, 4-0, c'est le sacre dynastique d'une Espagne qui règne sans partage sur le football mondial. Alors depuis, c'est beaucoup plus compliqué, on le sait, il y a bien sûr la sortie dès les phases de groupe du tenant du titre, c'était au Brésil en 2014, mais à l'Euro 2016 en France, l'Espagne est aussi battue en 8ème par l'Italie, et en 8ème également en 2018, 2 ans plus tard, par la Russie. Alors l'Espagne est toujours attendue, c'est sûr, mais elle le sera peut-être d'autant plus cet été parce qu'elle a pas mal de choses à se faire pardonner. Alors dans quel état d'esprit est-ce qu'elle arrive? Que nous révèle la tendance récente pour cette Espagne? Ce qu'on peut dire c'est que sur la campagne de qualification à l'Euro, même si elle commence un peu à dater, ça s'est déroulé grosso modo sans accroc, 8 victoires en 10 matchs, 2 nuls concédés en Suède et en Norvège. En octobre dernier, c'est vrai, il y a eu une défaite, c'était en Ukraine à Kiev, 1-0 dans le cadre de la Ligue des Nations, mais le match qui a fait le plus de bruit, c'est bien sûr ce succès, 6-0 contre une Allemagne réduite à 2 tirs, aucun cadré, 30% de possession. C'était un massacre auquel a largement contribué Ferran Torres, auteur d'un triplé, et un résultat qui a donné, on va dire, une certaine épaisseur à la candidature espagnole cet été, même si les derniers résultats n'ont pas été particulièrement impressionnants. Alors c'était dans le cadre des campagnes de qualification à la Coupe du Monde, c'était au dernier rassemblement fin mars, on a vu un petit nul un partout contre la Grèce, une victoire arrachée dans le temps additionnel en Géorgie, 2-1, et un succès un peu plus large face au Kosovo, 3-1. Le point commun de tous ces matchs, et ça nous donne quelques indications sur l'approche tactique de cette Espagne, le point commun de tous ces matchs, c'est d'énormes séquences de possession. Contre la Géorgie, l'Espagne prend 79% du ballon, contre la Grèce 80%, contre le Kosovo 81%, et ça permet d'ailleurs de réduire la production adverse au strict minimum. Il y a 9 tirs concédés en 270 minutes sur ces 3 matchs par l'Espagne, donc ça peut être un motif d'espoir pour certains, ça peut être source de frustration visuelle aussi quand on regarde ces matchs, mais voilà en gros à quoi ressemble l'Espagne récemment. Maintenant, si on s'intéresse au groupe que va devoir constituer Luis Enrique, on aura l'annonce des compositions officielles, en tout cas l'annonce de la liste des 26, on le saura dans 48 heures à peine, c'est le 20 mai. Mais en attendant, celle que j'imagine pourrait ressembler en gros à ça. On a d'abord au poste de gardien Unai Simón qui est passé devant De Gea dans la hiérarchie, en tout cas il a disputé les 6 dernières rencontres de l'Espagne et c'était ses 6 premières capes. Il a 23 ans, a réussi un bon exercice 2019-2020 avec l'Athletic Bilbao, beaucoup moins rassurant j'ai trouvé cette saison, à l'image de 7 parades ratées la semaine dernière contre Huesca par exemple, 7 mauvaises anticipations contre Osasuna 4 jours plus tôt, il y avait aussi une main pas très ferme contre Messi en Coupe du Roi. Je dirais pas nécessairement qu'Unai Simón c'est une faiblesse de l'Espagne, mais c'est pas non plus une grande force en tout cas en l'état actuel. Donc voilà sur ce poste, un peu plus haut devant lui, Sergio Ramos, il y a quelques rumeurs du côté de Marca selon lesquelles sa présence n'est pas assurée, la faute à pas mal de blessures récemment, c'est vrai qu'en Liga par exemple, il a joué seulement 150 minutes en 2021, et on l'a vu en difficulté il y a 2 semaines contre Chelsea. Maintenant je vois pas vraiment Luis Enrique se passer de son capitaine, et s'il est apte à mon sens, il jouera. Sergio Ramos compte pour l'instant 180 sélections, et comme il y a 2 matchs de préparation avant cet Euro, il pourrait devenir sur cet Euro le joueur le plus capé de l'histoire. Pour l'instant le recordman, le titulaire du record, c'est Ahmed Hassan, l'Égyptien, 184 caps pour lui. Sergio Ramos c'est aussi le meilleur buteur de l'Espagne, sur cette liste des 26 en tout cas, c'est le meilleur buteur espagnol avec 23 réalisations. D'ailleurs dans ce groupe il y a Álvaro Morata qui en a plus de 10,
ce qui souligne la relative inexpérience des joueurs ici en tout cas, a fortiori sur les postes offensifs. Voilà en gros ce qu'on peut dire de Sergio Ramos. Maintenant, il y a pas mal d'interrogations sur le secteur défensif, et notamment qui l'épaulera, qui est-ce qu'on retrouvera à ses côtés, et est-ce que ce sera Aymeric Laporte? Vous avez dû en entendre parler ces derniers jours, il a obtenu sa naturalisation espagnole, et a été rendu éligible par la FIFA, en gros parce qu'il avait jamais porté le maillot des Bleus en A. On peut estimer que si cette procédure a été initiée et rendue publique, on peut estimer qu'il y a eu des communications entre Luis Enrique et Aymeric Laporte, on peut estimer qu'il fera partie vraisemblablement de la liste d'Enrique dans 48 heures, dans 2 jours. Donc c'est pour ça que je l'ai fait figurer ici. Maintenant la question c'est quel rôle pour lui, est-ce qu'il peut démarrer la compétition directement en tant que titulaire, quelle adaptation pour lui dans le vestiaire espagnol, plein de questions, et ça en fait un mini feuilleton de cet Euro qui sera assez intéressant à suivre. Donc voilà pour Laporte. Au niveau des latéraux, à gauche on devrait avoir Jordi Alba suppléé par Gaïa, à droite en revanche beaucoup plus d'interrogations, Carvajal est blessé, Sergi Roberto est blessé, et Jesus Navas n'est plus appelé depuis la défaite en Ukraine, donc peut-être Diego Llorente, peut-être Pedro Porro qui fait une super saison au Sporting Portugal, qui fait partie des appelés surprises de la toute dernière liste de Luis Enrique, peut-être Porro. Devant ensuite, l'entrejeu est très fourni, Busquets, Rodri, Pedri, Koke, Thiago Alcantara, Fabián Ruiz, Canales, Marcos Llorente, Dani Olmo. Pour l'instant, Luis Enrique s'offre même le luxe de laisser de côté des joueurs comme Saúl Ñíguez, Dani Ceballos, Isco, Mikel Merino, Luis Alberto, Carlos Soler. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, je ne sais pas quelle forme cet entrejeu prendra, il peut y avoir pas mal de combinaisons différentes, mais contre le Kosovo, c'est ce trio qu'on a vu, donc c'est celui que j'ai reconduit ici, mais tout est possible, il peut y avoir encore pas mal d'évolutions. Sur le front offensif, Marco Asensio a raté le dernier rassemblement, comme Adama Traoré, qui a qu'une seule titularisation, c'était ce fameux match perdu en Ukraine, qui a fait des victimes. Sarabia, lui, n'a pas été appelé depuis fin 2019, il n'a aucune chance a priori d'être dans ce groupe. Et le gros coup dur, c'est bien sûr Ansu Fati, qui sera sûrement pas remis à temps pour disputer l'Euro, blessé en début de saison. Du coup, le trident le plus probable, c'est peut-être quelque chose comme ça. Dani Olmo, il a joué les 10 derniers matchs de l'Espagne, dont 7 en tant que titulaire, et les 4 derniers, c'était au poste d'ailier gauche. Quasiment les mêmes chiffres d'ailleurs pour Ferran Torres, qui a marqué 5 buts sur ses 4 dernières sélections. Donc on peut penser qu'ils soutiendront Alvaro Morata, seul en pointe. Les inclusions surprises au dernier rassemblement, c'était Pedri, mais c'était aussi Brahim Gil. Brahim Gil d'Eibar, prêté par Séville à Eibar. 20 ans. Donc voilà en gros à quoi pourrait ressembler ce groupe, qui sera officialisé jeudi 20 mai, comme on l'a dit. Niveau du groupe que va rencontrer l'Espagne maintenant, les adversaires de l'Espagne sur la phase de poule de l'Euro 2021. Il y a d'abord la Suède, le 14 juin, ensuite la Pologne, le 19 juin, et enfin la Slovaquie pour terminer. Gros point positif si on est espagnol, c'est que ces 3 rencontres vont se disputer à Séville, à l'Estade de la Cartuja. Forcément, c'est un énorme avantage de démarrer cet Euro à la maison. C'est le stade où l'Espagne a battu l'Allemagne 6-0 aussi, quelques bons souvenirs qui sont associés. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, la question est super intéressante parce qu'on est sur un vrai Cador blessé et qui entame une période de convalescence, ou en tout cas qui est sur une grosse période de convalescence, post-2014, post-2016, post-2018, et qui est aussi en train de se régénérer progressivement avec l'infusion de jeunes talents, mais ça donne un effectif assez hétérogène, où pour chaque Ferran Torres par exemple, on a un Sergio Ramos, pour chaque Pedri, on a un Busquets, pour chaque Dani Olmo, on a un Jordi Alba ou un Alvaro Morata. Est-ce que cette mayonnaise peut prendre? Alors de ce qu'on voit pour l'instant, on a un sélectionneur qui revisite les classiques de l'Espagne au XXIe siècle, un sélectionneur qui empile les milieux de terrain, une équipe qui écrase la possession de manière extravagante, mais ça peut être assez stérile dans la production aussi, et malgré quelques motifs de satisfaction au niveau individuel, on pense à un Ferran Torres par exemple, si on l'accepte, il y a un certain manque de tranchant dans le dernier tiers qui pourrait coûter cher. Autre question, est-ce que l'Espagne aura le capital physique aussi? Je pense que c'est une question qui se pose pour beaucoup, mais pour cette Espagne peut-être a fortiori, parce qu'on a vu sur les derniers tournois d'été que les jambes de certains étaient assez lourdes. Est-ce que l'Espagne aura le capital physique pour enchaîner sur une saison et demie de période Covid très bizarre, enchaîner sur un Euro l'été? Ça risque d'être assez compliqué niveau un pur point de vue du capital physique. Donc ça c'est une de mes interrogations. Maintenant, le groupe n'est pas le plus coriace qu'il soit. On peut imaginer que l'Espagne a des chances de terminer à la première place du groupe. S'ils le font en 8ème, ils rencontreraient un 3ème de groupe, le A, le B, le C ou le D. Ça peut être pas mal d'équipes en réalité. Donc voilà, je pense que le quart de finale, c'est l'objectif minimum pour l'Espagne. En quart, ça pourrait se compliquer sévèrement en revanche. C'est soit le premier du groupe D, donc peut-être l'Angleterre, soit le deuxième du groupe F, le groupe de la France, de l'Allemagne, du Portugal.
Contre ces équipes, je dirais pas que l'Espagne est nécessairement larguée, pas du tout même. Contre l'Allemagne par exemple, qu'ils ont giflé 6-0 il y a quelques mois, ce serait assez absurde de le dire. En revanche, je pense que l'Espagne peut souffrir contre des formations comme la France, comme l'Angleterre, notamment sur les transitions défensives qu'ils encaisseraient dans le dos, comme on l'a dit, de jambes assez fatiguées. Je pense que sur ces match-up tactiques-là, ce serait pas idéal pour l'Espagne. Le Portugal, dur à dire, mais on aura quelques indices dans quelques jours, puisque le 4 juin, il y a un match de préparation, justement, Espagne-Portugal. Donc on pourra commencer à y lire un petit aperçu. Mais voilà, je pense que l'Espagne, personnellement, je la mettrais peut-être juste un demi-cran en dessous des 3 ou 4 favoris qu'on peut distinguer, mais vraiment pas largué du tout. De manière générale, je pense que cet Euro est assez équilibré, ça aussi qui le rend assez intéressant. Mais voilà en gros ce que j'avais à dire sur l'Espagne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Où est-ce que vous voyez cette Espagne ? Voilà, un quart de finale, je pense que c'est le palier minimum, le seuil de satisfaction pour cette Espagne qui a été éliminée en 2014 en phase de groupe, en 2016 et en 2018 en 8ème. Il faut nécessairement faire mieux et plus, et même un quart, ça pourrait ne pas être très satisfaisant pour une formation qui s'est habituée sur la dernière décennie à des succès de prestige. Voilà, dites-moi où vous les voyez finir cet été, et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Si vous voulez pas rater le prochain épisode de retour qui sort dans quelques jours aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et enfin, si ce maillot vous a plu, ce maillot rétro de l'Espagne, je vous mettrai le lien du site que j'utilise, The Football Market, je vous mettrai le lien de ce site, mon partenaire maillot, en description et en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.